Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Claude Moniquet, la question est simple. Autant nous avons peut-être cru que Poutine avait fait une erreur psychologique de penser qu'il allait être accueilli en Ukraine avec des fleurs et des bisous, autant peut-être aujourd'hui nous avons oublié que l'armée russe est très puissante et quand elle se concentre sur une seule zone, elle va peut-être gagner la guerre. Alors, elle ne l'a pas encore gagnée, premièrement, et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Poutine a toujours fait la guerre. Dès le début, dès le 24 février, il bombardait, pas la moitié de l'Ukraine, toute l'Ukraine avec ses missiles. La seule différence maintenant, elle est tactique, c'est elle est stratégique plutôt, c'est qu'au lieu de disperser ses 130 000 hommes sur l'ensemble des territoires ukrainiens, il concentre toute sa force sur un point d'appui qu'est le Donbass, un point d'action plutôt, qu'est le Donbass, et du coup, fatalement, ça décuple ses possibilités. Et là, effectivement, l'armée russe trouve une certaine puissance, mais garde la même manière de manœuvrer qui est catastrophique. Toutes les informations qu'on reçoit du terrain, les films qu'on reçoit, donc c'est pas de la propagande, montrent à quel point les Russes sont fondamentalement de mauvais soldats. Mais pourtant, les zones deviennent au fur et à mesure russes et on peut s'imaginer qu'en grignotant petit à petit, le Donbass et peut-être ce qui est autour sera russe de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même une différence de base. C'est que le Donbass, avant le 24 février, était déjà à 50% à peu près contrôlé par des troupes russes. Enfin, en tout cas par des autonomistes ukrainiens pro-russes et certainement par des troupes russes, entre guillemets, déguisées. Et donc, il n'y a qu'une partie du territoire à conquérir. Et ça se fait pour le moment. Ça se fait avec quand même des difficultés. Alors, c'est pas tout à fait le Donbass, mais c'est très près. Kharkiv, il en a été chassé. Severodonetsk, on nous dit qu'ils occupent 75% de la ville. Ça semble vrai, mais est-ce qu'ils vont pouvoir la garder? Ça n'est pas sûr. On vient de sortir des films, par exemple, qui montrent que comme Mariupol était complètement encerclé, les Ukrainiens continuaient par hélicoptère à livrer des armes et de la nourriture aux combattants, sans être repérés par l'armée russe, ce qui prouve quand même des manques techniques et des manques tactiques. Mais là, vous parlez en spécialiste de la guerre, mais si on regarde quand même les choses, encore une fois, avec beaucoup de lucidité, on ne peut que constater que ça ne peut pas durer comme ça des semaines et des semaines, ou alors... Si, ça peut durer des semaines. Ça peut durer des semaines, mais ça peut durer des mois. On peut difficilement penser que la tendance va s'inverser de façon radicale, donc on va rester dans une guerre quelque part de tranchée, une guerre de grignotage un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et pendant ce temps-là, l'inflation explose, le pétrole commence à... En fait, est-ce que ça va peut-être pas, à un moment donné, fatiguer tous ceux qui, jusqu'à présent, ont aidé d'une façon ou d'une autre la démocratie ukrainienne? Est-ce qu'à un moment donné, cette guerre d'usure aussi que Poutine livre à l'Occident ne va pas avoir le dernier mot? Que cette guerre ait des conséquences fâcheuses, voire désastreuses sur l'économie européenne, c'est sûr. Que la hausse des prix et l'inflation provoquée par cette guerre et les manques qui vont arriver puissent provoquer des frustrations, voire des tensions, des troubles sociaux en Europe, c'est très probable, c'est entre le très probable et le sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on a presque complété l'embargo sur le pétrole, qui n'est pas encore tout à fait fixé, mais maintenant qu'on a un embargo sur le gaz et sur le pétrole, on prive la Russie de 58 milliards d'euros par an. Ça, c'est une réalité. Le pétrole va être vendu ailleurs, peut-être bradé, mais il va être vendu ailleurs. Il sera vendu à des gens qui en ont besoin. Et quand M. Poutine a proposé son gaz qu'il ne pouvait plus livrer à l'Europe aux Chinois, les Chinois lui ont répondu « Vous êtes très gentils, mais on n'en a pas besoin ». Ou alors à un prix bradé. Ou même pas, ou à un prix bradé. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les rentrées de la Russie vont fortement baisser. Et il y a une autre chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Tintin au Tibet de cette célèbre phrase « Quand l'âme a fâché, l'âme a craché ». C'est un classique. C'est un classique. Mais quand Poutine inquiet, Poutine brandir bombe atomique, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques jours? C'est qu'au moment où on a annoncé que les Américains livraient leurs roquettes multiples de moyenne portée, donc qui portent à 80 km, donc ils ne sont pas une énorme menace,
premièrement, lancer des manœuvres atomiques, enfin de l'armement stratégique, des régiments de l'armement stratégique. Et deuxièmement, il a réexpliqué à nouveau qu'on allait vers une confrontation globale et directe entre les États-Unis et la Russie si ça continuait. C'est pas une preuve de force, c'est une preuve de faiblesse. Poutine sait très bien que plus cette guerre avancera, plus son pays sera ruiné et plus il aura de problèmes militaires parce que cet armement arrive quand même et va arriver dans les semaines à venir de manière massive. Peut-être pas assez pour inverser totalement la tendance dans le Donbass, mais certainement assez pour créer de gros problèmes à l'armée russe. D'accord, mais est-ce que l'Europe est prête à souffrir encore des semaines, des mois, et peut-être que le pire, justement, est devant nous? Je vais être très clair là-dessus. Si on n'est pas prêt si nos dirigeants, plutôt, ne sont pas prêts à nous l'expliquer, à nous le faire accepter, il est temps qu'ils aient se coucher. On n'a pas été aussi loin pour faire demi-tour à mi-chemin ou aux 3/4 du chemin. Il reste assez peu d'efforts, quelques mois, pour que la Russie puisse réellement perdre cette guerre et se retirer d'Ukraine. C'est ce que veulent les Ukrainiens, c'est ce que disent vouloir l'ensemble des pays européens, même s'il y a des tensions entre les États-Unis et certains pays européens sur les buts réels de guerre. Certains veulent totalement affaiblir la Russie, d'autres veulent seulement libérer l'Ukraine. Mais la réalité, c'est quand même qu'on a fait des sacrifices énormes déjà. Ça n'aurait aucun sens d'arrêter aujourd'hui, parce que de toute façon, on ne pourra pas, après tout ce qu'on a dit, on ne peut pas lever les sanctions. Si Poutine campe dans le Donbass, va installer même sa tente, son tipi à Sévierodonetsk pour y installer une résidence secondaire, et dire je m'installe sur la plage, enfin il n'y a pas de plage là-bas, mais je m'y installe et j'y reste, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, restez, on va vous envoyer le... Et la crise alimentaire, qu'est-ce qu'on en fait? Mais la crise alimentaire, c'est quelque chose qui peut se régler parce qu'il y a d'autres... D'abord, l'Ukraine, comme on dit souvent, n'était pas le premier, mais le 4e ou le 5e producteur de blé dans le monde. C'est énorme, je vous l'accorde. Enfin bon, il y a possibilité de compenser avec le Canada, avec d'autres pays. Et puis par ailleurs... pas à court terme, probablement. Et par ailleurs, il semblerait qu'il y ait un accord possible, en tout cas c'est ce que Poutine dit, mais on verra s'il est sérieux, qui permettrait de créer une voie de navigation pour que les Ukrainiens puissent livrer le blé. Parce que les Russes n'ont pas plus intérêt que nous à ce que la chienlit, comme disait De Gaulle, s'installe dans le tiers-monde, comme on dit dans le temps, dans les pays en développement, et que l'Égypte, par exemple, que le régime égyptien soit renversé par la rue. Donc là, il y a quand même des intérêts globaux qui restent des intérêts globaux, y compris pour les Russes. Bon, tout ça explique bien évidemment que c'est un jeu de patience et stratégiquement chaque semaine apporte ses enseignements et c'est pour cela que nous nous retrouverons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.